Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Depuis le studio 107, hangar 107 de Rouen, dans les locaux de PNTV, la web télévision de Paris-Normandie, un plaisir de vous retrouver. C'est bientôt la fin du mois de janvier et on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sorte de petit bilan de cette opération qui s'appelle, alors je vais essayer de bien la prononcer, Dry January en anglais, le janvier sec, ce fameux mois sans alcool. Vous qui nous regardez et qui allez, je le souhaite, participer à ce programme, nous dire, contribuer, si vous êtes pour, si vous êtes contre, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez suivi, ou bien est-ce que vous êtes résolument anti-Dry January? Eh bien c'est ce qu'on va voir puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de Paris-Normandie et aussi sur le site internet de Paris-Normandie. Allez, je vous présente tout de suite nos invités en plateau. Alors, le journal Paris-Normandie, aujourd'hui, ce jeudi 24 janvier, l'annonce, l'info en question, c'est bien ce programme, Dry January, le mois sans alcool. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est une chose, mais surtout, est-ce qu'on peut en tirer une sorte de petit bilan là, au niveau régional? Eh bien, on va voir ça avec, un contre. Thomas Jacques, bonjour. Bonjour. Vous, alors, ça n'est pas que vous êtes virulent, c'est que vous avez un certain nombre d'arguments à nous faire valoir pour nous dire pourquoi cette idée ne vous séduit pas plus que ça. On va vous entendre sur ce thème. À ma gauche, au bout du desk, eh bien, j'ai le docteur Alexandre Béguet, médecin addictologue au CHU de Rouen. Intéressant aussi de nous rappeler peut-être des messages de santé publique et puis aussi de nous dire à partir de quel moment on devient en relation addictive avec l'alcool. On ne pouvait pas faire l'économie de votre présence, docteur. Bienvenue sur le plateau en direct de PNTV. Merci. Un homme qui fait commerce de la vente de l'alcool, du vin, des alcools, c'est Jean-Baptiste Boirin des caves Pierre Noble. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors intéressant de voir ce qu'en pensent les commerçants. Est-ce que ça réduit le chiffre d'affaires? Tiens, et puis plus étonnant encore, est-ce que finalement quelqu'un qui vend des alcools serait peut-être pour le Dry January? Je laisse le suspense, mais pour lancer le programme, eh bien, je me tourne vers Léa. Léa Quentin, bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse chez PNTV, et puis vous allez nous fixer les éléments de contexte, quelques chiffres pour lancer le débat. Exactement. Alors on parle de un mois entier, en l'occurrence celui de janvier, sans une goutte d'alcool. C'est le défi à relever du Dry January. Alors ce concept qui nous vient de Grande-Bretagne et qui fédère environ 4 millions de personnes par an là-bas, se répand de plus en plus dans toute l'Europe et donc notamment en France où, alors le seul chiffre qu'on a, c'est 4505 Français qui ont téléchargé l'application anglaise du coup du Dry January. Donc ce chiffre paraît peu. Oui, c'est pas beaucoup. Exactement. Par rapport au nombre de Français en âge de boire de l'alcool. Exactement. Mais on constate quand même que c'est une tendance qui s'installe doucement, mais sûrement. Alors ça, je vous laisse la responsabilité de cette appréciation. Sûrement, c'est l'avenir qui le dira, Léa. C'est mais ça. Vous avez l'impression qu'il y a sur les germes réseaux, pour que ça... En tout cas, oui, il y a... Sur les réseaux. Oui, absolument. Il y a des hashtags qui sont créés pour ça, justement. Donc de plus en plus... Alors, puisqu'on est en direct, Léa, je le rappelle avant que vous ne continuiez, puisqu'on est en direct sur les réseaux sociaux, eh bien, vous qui nous regardez, interpellez-nous, dites-nous, vous êtes pour, vous êtes contre, quels sont vos arguments. On restituera, bien sûr, sur le plateau vos commentaires, avec grand plaisir. Léa. Du coup, alors c'est un mouvement qui est soutenu par la Société française d'addictologie. Par contre, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, lui, trouve que cela va à l'encontre de l'art de vivre à la française. Oui, c'est une façon un peu délicate de dire qu'il faut soutenir nos producteurs. C'est ça. Et puis finalement, il prône plutôt une modération toute l'année plutôt qu'une prohibition un mois dans l'année. Oui, rappelons d'ailleurs que le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, s'est prononcé assez affirmativement contre cette idée du Dry January. Exactement. Donc dans le but de se sevrer des fins d'année ou alors de se tester soi-même ou tout simplement de participer à un mouvement d'actualité, nombreuses sont les raisons de participer à ce Dry January. Donc, si vous avez raté le départ du Dry January édition 2020, rassurez-vous, le janvier n'est pas terminé, il vous reste une semaine, exactement. Et puis rassurez-vous, il revient l'année prochaine. Bon, merci Léa pour ces éléments de contexte. Une question formidable, je ne pouvais pas ne pas la poser. Enfin, une question évidente, je veux dire. Vous avez pratiqué jusqu'à présent, depuis le début janvier, le Dry January? Et non, parce que je considère que je bois plutôt modérément, donc ouais. j'ai pas le besoin. Vous avez bu quoi?
Un petit morito. Le fameux petit morito qui terrasse, tend la jeunesse du moment. Exactement. Merci beaucoup, Léa. Alors, vous souci. l'avez remarqué, en plateau, nous n'avons pas d'intervenant qui soit pour. Je dois vous avouer qu'il est très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de venir témoigner et de dire pourquoi il est pour. Tout simplement parce qu'il semble... Alors, on verra à l'issue du débat si effectivement c'est la conclusion qu'il faut retenir. Mais il semble que... La tendance prêche quand même pour une consommation qui reste modérée, mais cette idée, finalement, voilà. C'est pour ça que je pense, Léa, que je ne suis pas si optimiste que vous sur le fait que ça s'installe de manière importante et durable. Mais je me tourne vers le docteur. Docteur addictologue au CHU de Rouen, Alexandre Béguet. Quand Léa, notre chroniqueuse, nous dit une façon de se tester, moi, je vous envoie la balle tout de suite pour nous dire se tester, ça veut dire pouvoir situer où on en est dans notre relation peut-être addictive à l'alcool, parce que ça vient, je pense, peut-être plus vite qu'on ne le croit. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais rebondir un petit peu sur ce qui en est dit. D'abord, on rencontre un certain succès. Hier, j'étais avec mes collègues, on se réunissait un peu de façon nationale, et on rencontre un certain engouement pour ce mouvement, finalement, même peut-être plus que ce que l'on pensait. Plus que, pardon ? Plus que ce que l'on avait éventuellement envisagé au départ. Les Français, en réalité, sont intéressés par leur santé. Et on perçoit à quel point l'alcool est un facteur déterminant de santé. Probablement, c'est une des raisons qui explique ce succès du Dry January. Alors vous parlez vraiment de succès, docteur ? Disons qu'on pensait qu'on n'en parlerait pas du tout. Vous voyez, on était plutôt pessimiste. Les médias en parlent et regardez qu'est-ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes, nous en parlons. On est bien d'accord. Ouais. Et en fait, ça déborde peut-être un petit peu ce qu'on aurait pu espérer d'emblée. Alors, attendez, excusez-moi, les uns et les autres, je vais être amené à vous couper de temps en temps. C'est notre façon de faire parce que on interpelle nos amis qui nous suivent en direct. Eh bien, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de restituer le plus vite possible leur contribution. On a Rémi qui nous suit, Rémi qui nous dit « Les décisions radicales sont-elles vraiment de bonnes solutions ?» Alors, ça me permet de faire la transition avec la deuxième chose que je voulais dire, c'est les addictologues non plus ne sont pas favorables à l'interdiction complète de l'alcool. J'entendais ça, pas du tout. C'est pas ça la véritable question. Oui, donc vous iriez plutôt dans la tendance de ce que nous dit Rémi. C'est que ce qui est radical n'est pas forcément bon ni facile à appliquer. On sait que la prohibition de l'alcool, le mot a été prononcé. Oui. On sait très bien que la prohibition d'alcool n'est pas une solution efficace et pas souhaitable d'ailleurs. La SFA qui a été nommée tout à l'heure, la Société française d'alcoolologie par exemple, là-dessus est sans ambiguïté non plus. Alors, j'ai un petit mot qui me vient de la régie. C'est Aurore qui est avec nous, qui dit qu'elle le fait, mais que c'est très, très difficile, elle l'avoue, parce qu'elle ajoute, les tentations sont partout. Docteur, là, forcément, vous réagissez par rapport à ça. C'est là où ce Dry January est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une occasion de s'interroger sur son propre rapport à l'alcool et prendre conscience à quel point l'alcool occupe une place que peut-être on ne souhaiterait pas forcément lui laisser. Pas du tout, je ne parle pas du tout de la dépendance à l'alcool à proprement parler, mais même de la consommation entre guillemets au fil de l'eau, régulière que la plupart d'entre nous avons. On s'aperçoit à cette occasion-là que finalement, la société dans laquelle on vit nous impose quelque part une consommation d'alcool que peut-être pour sa santé, par exemple, on ne souhaiterait pas forcément. Alors, on va revenir, intéressant. Oui, on va revenir sur encore une fois, peut-être sur les niveaux. C'est bon de rappeler à partir de quand on met sa santé en danger et d'autres choses encore. On a tout de suite envie de vous entendre, vous, Thomas Jacques, qui êtes un contre. Thomas, lui, il est contre le Dry January et très intéressé d'entendre vos motifs. Alors, je suis contre puisque, non pas en termes de prévention sur un certain nombre de risques et plutôt par rapport aux excès, en particulier par rapport à l'alcool, je suis contre plutôt effectivement sur, on va dire, les effets d'annonce qu'il peut y avoir ou le côté ponctuel. Pourquoi en janvier, pas en février ou pas en décembre ? Enfin, on l'aurait fait en juillet, vous nous auriez dit pourquoi en juillet ? Alors, j'aurais pas dit pourquoi en juillet, mais pourquoi pas toute l'année, plutôt une prévention, on va dire, au long cours, plutôt qu'une prévention ou un événement ponctuel. J'ai plus l'impression que c'est un aspect, on va dire, médiatique ou de communication. Alors, il y a un certain nombre d'effets, mais alors sans citer la marque, mais lorsque j'entends à la radio un célèbre fabricant de soda... vous pouvez ici citer les marques sans problème. Américain, en l'occurrence Coca-Cola, qui fait des spots publicitaires en réutilisant Dry January en disant...
consommer plutôt du coca que de l'alcool. Je ne suis pas certain qu'à terme, une consommation excessive de Coca-Cola, plusieurs litres par jour, soit meilleure pour la santé qu'un verre d'alcool de manière irrégulière, par exemple. Donc c'est plus cet aspect-là en fait qui me gêne et qui aujourd'hui me donne cette posture de contre, entre guillemets. Voilà. Vous nous regardez, vous êtes en direct, nous sommes en direct avec vous. Donc avez-vous fait le Dry January? Vous êtes-vous privé d'alcool jusqu'à la dernière goutte pour passer ce mois de janvier après les fêtes, ou bien avez-vous des arguments pour nous dire pourquoi vous êtes contre? Comment vous êtes-vous comporté dans votre relation aux produits alcoolisés pendant ce mois de janvier? Thomas, depuis le 1er janvier, quelle a été votre consommation? Il n'y a pas eu de changement par rapport au mois de décembre ou par rapport au mois à venir ou au mois J'espère passé. qu'il y a eu du changement par rapport aux fêtes. Alors il y a eu un petit peu de changement effectivement par rapport aux fêtes. Il y a des périodes effectivement qui sont un peu plus propices à la consommation d'alcool. Bon, oui, c'était de manière un peu plaisante que je vous disais ça. Mais ce mois de janvier, finalement, quelle a été votre façon de consommer, si vous pouvez nous en parler? Alors ma façon de consommer, on va dire, c'est de manière ponctuelle, plutôt le week-end. Ça peut être en semaine à certaines occasions. Mon dernier verre d'alcool, ça a été cette semaine lors d'un match de sport, parce que voilà, je suis supporter d'un certain nombre de clubs. Donc pour moi, voilà, la consommation d'une bière durant un match fait partie des... Et la troisième mi-temps? Alors j'ai pas fait la troisième mi-temps parce que je ne suis pas sportif pratiquant, mais plutôt supporter. Après, dans d'autres sports, effectivement, il y a une certaine image en termes de troisième mi-temps et d'excessivité potentielle, éventuelle, même par des sportifs. Mais voilà, ça fait partie aussi de la culture. Vous le disiez tout à l'heure très, très justement. On est dans la culture, on va dire, française, du bien vivre, et que effectivement, manger une bonne entrecôte d'un producteur normand avec des frites qui viennent de chez nous, un Neuchâtel, et puis une bonne bouteille de vin rouge, voilà, ça fait partie des choses qui font partie de notre culture. Alors, on a Quentin qui nous dit ne pas boire de l'alcool, ça peut marcher toute l'année. Si j'espère être fidèle à ce que l'on me dit, oui, c'est ça. Donc, voilà, il y a aussi des gens qui peuvent arriver à se priver de ça. À combien on estime? Est-ce que vous avez une idée, docteur, du nombre de Français qui ne, vous le voyez peut-être à travers les relations que vous avez avec vos patients, qui ne boivent pas une seule goutte d'alcool? Est-ce qu'il y a peut-être des raisons médicales dans certains cas? Il y a peut-être des histoires de diabète aussi, pourquoi pas? Mais oui. Des gens qui finalement, par conviction on a une bonne personnelle... estimation, oui, on est entre 5 et 6%. De personnes qui ne boivent, de Français qui ne boivent pas une seule goutte d'alcool. Oui, tout à fait. Et les motifs en général? Alors, il y a des motifs religieux aussi, Oui, bien sûr. il y a des motifs de santé, il y a des motifs aussi parfois de choix personnels qui ne sont pas rationalisés par ces deux éléments-là. On oublie aussi, par exemple, certaines situations particulières hors pathologie, comme par exemple les femmes enceintes, qui respectent finalement assez souvent la consigne de pas d'alcool durant la grossesse, dont on sait que l'alcool durant la grossesse peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques sur l'enfant à naître. Alors si c'est sur ces 5 à 6% dont vous ne parlez, qui représentent des Français qui ne boivent pas une seule goutte d'alcool par an, si on enlève ces catégories dont vous venez de nous parler, c'est-à-dire qui sont des catégories un peu contraintes, si c'est par religion, c'est un peu contraint par les règles de la religion, si c'est parce qu'on est enceinte, c'est contraint par les règles de santé pendant la grossesse, il reste finalement un pourcentage très résiduel de ceux qui choisiraient sans aucune pression d'aucune sorte, résolument, parce que peut-être ils sont convaincus que c'est meilleur pour leur santé. Il est clair qu'on est dans une société où l'alcool a une place importante et on s'aperçoit qu'il y a un gradient très important entre quelqu'un qui boit quelques verres dans l'année, qui n'est pas dans les personnes abstinentes dont on vient de parler, ou qui boivent l'équivalent de 2 bouteilles de whisky par jour, on les a aussi. Donc voilà, et après il y a tout le gradient de personnes entre ces deux extrêmes qui évidemment sont très différents, comme on peut s'en douter. Une des choses importantes à bien saisir avec l'alcool, probablement, c'est que la consommation d'alcool induit des conséquences de toute façon. Il est bien évident que, par contre, de faibles consommations d'alcool induisent un faible risque personnel, au contraire de consommations importantes qui induisent un haut risque.
Alors, sur le plan justement, personnel. débat, docteur, docteur Alexandre Béguet, dont je rappelle que vous êtes addictologue au CHU de Rouen. Vous voyez, pendant que vous parliez, on m'indique que Nastasia, qui nous écoute et qui nous suit, bonjour Nastasia, Nastasia nous dit, et c'est pour ça que je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, elle nous dit, l'alcool, selon elle, est dangereux pour la santé, même à très faible dose. Alors, après, c'est une question de curseur. À quel niveau on situe la zone où ça commence à devenir dangereux, même si on pense qu'elle est faible. Et puis, j'ai Aurore qui est avec nous depuis le début, qui nous dit, le mieux, c'est de le faire avec des amis, parce que c'est une façon de se stimuler, de se motiver, et c'est sans doute plus facile. Alors donc, justement, sur ce niveau-là, entre Aurore et vous, docteur, il y a un débat. Non, je pense qu'effectivement, toute consommation d'alcool a un potentiel effet négatif. L'alcool, à peu près, sans faire de catastrophisme, c'est à peu près 40 000 morts par an en France, dont les 2 tiers ne sont absolument pas dépendants de l'alcool. L'alcool, en réalité, tue beaucoup par des cancers, par exemple, tue beaucoup par des maladies cardiovasculaires, et pour des consommations qui ne sont pas en lien avec une dépendance. Inversement, les faibles consommations d'alcool, le point de repère que l'on peut donner, c'est 2 verres à peu près par jour. 2 verres standards par jour, pas tout à fait tous les jours quand même, mais 2 verres par jour. On sait que les risques vont être faibles. Pour autant, ils ne vont pas être nuls. Après, chacun individuellement peut se positionner par rapport à ces risques et sur le plan de sa santé, à condition d'être informé. Alors, question, docteur, quand on dit 2 verres par jour, est-ce que ces 2 verres qui doivent être régulièrement bu jour après jour, c'est-à-dire 2 verres le lundi, 2 verres le mardi, 2 verres le mercredi, ou est-ce qu'on peut les cumuler en fin de semaine? Vous voyez, j'ai une question un peu intéressée là. Le cumul ne marche pas. Non, ça marche, non, ça marche pas. Non, c'est chaque jour qu'il faut considérer les choses. Si je considère qu'il y a 5 jours, allez, du lundi au vendredi, et que ça fait 2 fois 5, ça fait 10 verres, est-ce que je peux boire de l'eau du lundi au vendredi et me prendre mes 10 verres Alors, on sait avec une soir. Très bonne connaissance aujourd'hui que c'est moins mauvais pour la santé de boire 2 verres tous les jours régulièrement, voilà, régulièrement plutôt que 10 verres une fois par semaine. Mais sans préciser la taille du verre. Non, c'est des verres standards, c'est 10 grammes d'alcool pur à peu près. Alors toujours Aurore, merci Aurore de nous suivre en direct sur le plateau de PNTV pour ce numéro de l'info en question consacré au Dry January. Vous voyez, je fais tous mes bons efforts pour le prononcer bien en français, c'est pas facile. Aurore nous rappelle que, docteur, là encore, on aimerait vous entendre, il y a un certain nombre de conséquences, même quand on n'atteint pas des conséquences mortelles. Par exemple, Aurore nous dit conséquences sur le sommeil, et peut-être d'autres choses encore. Oui, tout à fait. Par exemple, on sait qu'il y a des conséquences. Alors, l'alcool a un double effet sur le sommeil. Il a un effet hypnotique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il a plutôt tendance, on a l'impression, à favoriser l'endormissement. Par contre, il déstructure beaucoup le reste du sommeil, et donc on a l'impression de s'endormir plus facilement, voire même des fois on s'endort de façon tout à fait irrépressible quand on a bu. Inversement, on ne se réveille pas en pleine forme comme si on avait passé une bonne nuit, et au contraire, au final, la nuit est de plus mauvaise qualité avec l'alcool. Alors, à côté de vous, très sage depuis le début, si je peux me permettre cette expression, Jean-Baptiste Boirin. Alors, Jean-Baptiste Boirin, il est caviste aux caves Pierre Noble à Rouen, et on a trouvé intéressant de l'inviter, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette tendance fait peur aux gens comme vous qui font commerce de la vente d'alcool? On trouve de très beaux produits chez vous, de très bons vins, bien sûr. Et c'est une chance, effectivement, qu'on vive dans un pays qui soit producteur de si beaux flacons. Mais est-ce que ça vous fait peur pour votre business? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous constatez une espèce de tendance? Est-ce que vous voyez très concrètement que votre chiffre d'affaires baisse un peu en janvier? Racontez-nous. Pour le coup, non, pas spécialement. Je vais être direct par rapport à ça. Au niveau économique, il n'y a pas d'impact par rapport à cet événement-là. Pour rebondir par rapport à ce qui se disait juste avant, et en fait, on partage beaucoup d'avis, c'est que la consommation doit être, à notre sens, plus modérée, on va dire, sur l'année, on va dire, lycée sur les 12 mois, et ça va dans un acte aussi du moins, mais mieux. Et ce qui va aussi avec les productions au niveau des producteurs avec qui on peut en travailler, qui sont justement dans des choses plus réfléchies, c'est comprendre ce qu'on fait, dans quel environnement on le fait, et ça c'est aussi des valeurs qui nous incombent aussi beaucoup, et vaut mieux boire moins, mais boire mieux en qualité derrière. Je vais creuser un peu cette question qui est intéressante, que vous soulevez, c'est-à-dire boire peut-être moins, mais boire peut-être mieux, pour tous ceux qui nous suivent, puis pour nous aussi qui sommes autour de vous ici sur ce plateau. Jean-Baptiste, qu'est-ce que concrètement vous voulez dire quand vous dites qu'il faut boire
boire mieux? Très concrètement, il faut boire quoi? Il faut boire quel type de produit? Voilà, pour qu'on essaie de bien comprendre. Et essayer de porter un intérêt culturel, on va dire, à ce qu'on fait. Notre acte qui comprendre qui va être derrière au niveau du producteur, quel est son mode culturel, on va dire, qu'est-ce qui fait pour améliorer les choses, parce qu'on parle aussi beaucoup d'agriculture, d'écologie, etc. C'est un impact direct, on va dire, sur l'ensemble de la société, et ça c'est important dans les modes de production, et indéniablement quand on arrive à comprendre ce qu'on fait, je pense que globalement on ne voit pas les choses de la même manière. Et l'excès, je pense, de consommation d'alcool, et d'ailleurs d'alcool en tout genre, pas que le vin ou quoi que ce soit, on le voit sur certains marchés et certaines soirées, etc. On a tous eu 18 ans, on a fait tous des études, etc. Il y a un type de produit qui se retrouve à ces âges-là, et je pense que c'est important d'avoir une certaine forme de pédagogie et d'éducation par rapport à ça, ce qui permet peut-être d'éviter, j'ai pas dit d'empêcher, j'ai bien dit d'éviter certaines peut-être dérives par la suite. Alors, toujours avec les internautes, je vous remercie, on est content d'être avec vous pour ces débats qu'on vous propose et ces échanges qu'on vous propose régulièrement. Dab, qui nous suit assez régulièrement, Hello Dab, il nous dit « Les dangers, c'est surtout la beuverie de fin de semaine » et d'après lui, il y aurait une forte sensibilisation à faire en ce sens pour éviter ces... Alors je ne sais pas trop ce qu'il veut dire quand il dit les beuveries de fin de semaine, mais peut-être que ça vous parle. Comment vous réagissez? Vous me regardez avec l'air entendu, Thomas. Oui, effectivement, comme disait Jean-Baptiste, on a tous eu 18 ans, mais après, ce n'est pas forcément une question d'âge, mais je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt les excès et la surconsommation, la forte consommation, on va dire même ponctuelle, qui peut représenter un réel danger pour la santé, et qu'effectivement aujourd'hui, si on peut privilégier, on va dire, une consommation avec des produits de meilleure qualité, quand je parlais du Neuchâtel tout à l'heure, je veux dire, lorsqu'on apprécie voilà, les bonnes choses de notre région, de notre pays, effectivement, un bon Neuchâtel avec un bon vin rouge et une bonne baguette, effectivement, moi j'ai pas envie de m'en priver. Voilà, c'est chacun son avis, sa position, mais ça fait partie des choses de la vie et de notre culture. Alors on a la chance, Thomas et docteur, on a la chance d'avoir un caviste. Allez, on dérive, on quitte un peu le thème de cette émission pour aller vers la gastronomie et le vin. Pourquoi pas? Allez, on s'autorise. Thomas nous dit un bon Neuchâtel avec un bon vin, puisqu'on a dit qu'on pouvait s'autoriser, docteur, à boire peu, mais bon, vous êtes d'accord là-dessus? Vous nous donnez votre caution? Alors, une fois encore, tout ce qui va être consommé moins, ça va être bien. Oui, mais alors, il faut que ça soit toujours le moins du moins du moins du moins. L'idéal étant le zéro, non? Alors, soyons clairs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la question. L'alcool, aujourd'hui, est complètement dans la société et on ne prône pas non plus les addictologues, j'insiste, mais attendez, le zéro alcool. Je vous coupe, mais est-ce qu'il faudrait, idéalement, ne pas en boire du tout? Alors, je ne parle pas du plaisir. Il y a aussi le plaisir de vivre. Enfin, il a raison, Thomas. Pourquoi est-ce qu'on se priverait d'un peu de plaisir de vivre? Après, c'est en fonction de chacun. Mais est-ce qu'idéalement, pour notre bien-être d'être humain, il faudrait boire zéro alcool? Dites-nous. Alors, soyons clairs, effectivement. Vraiment, je prenais l'exemple des femmes enceintes. Au moins, là-dessus, il y a un vrai consensus. Et effectivement, on comprend facilement, là. Dans cette situation, on va être sur le zéro, effectivement. De façon mais nous, par exemple, tous les quatre autour du desk, est-ce qu'il faudrait... C'est là où je renvoie à la situation personnelle. On sait que chacun, on est prêt à accepter une part de plaisir en échange d'une part de santé, j'ai envie de dire en quelque sorte, sachant qu'une fois encore, de faibles consommations d'alcool induisent de faibles risques sur le plan personnel. Là-dessus, je pense qu'on va tous être d'accord autour de la table. J'étais en train de dire, avant de vous repasser la parole, docteur, qu'on ripait vers un petit moment d'émission où on était gastronomie, œnologie. Peut-être votre conseil, Jean-Baptiste, vous qui êtes caviste, avec un Neuchâtel, allez, on part du principe qu'on va se faire plaisir avec modération. Qu'est-ce qu'on peut boire avec un bon Neuchâtel? Pour le coup, j'aime relativement faire les accords locaux. La Normandie, certes, n'est pas une région viticole, ou tout du moins plus à notre époque. Pour
pourquoi pas partir sur des très beaux cidres ou poirées de gastronomie, parce qu'il en existe, il y a des super producteurs et qui travaillent très 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 bien, donc ça s'accorde parfaitement bien. Juste avant que je vous relance, parce que moi ma question est portée sur le vin, puis vous me répondez avec du cidre. Très bien, soyons régionaux. Mais pendant ce temps-là, Annabelle qui nous suit, bonjour Annabelle. Annabelle nous dit, d'après elle, les beuveries de fin de semaine, ça a toujours existé, mais on en parlait moins. Oui, c'est vrai, on a beaucoup axé la prévention sur cette situation de binge drinking qu'on appelle. Comme ça a été dit tout à l'heure, on connaît bien aujourd'hui les effets négatifs du binge drinking. Comment vous dites le binge ? Le binge drinking, sur le fait de boire comme on fait la noce, quoi. Fortement à une occasion. Ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé, même on sait que c'est plutôt mauvais pour la santé. Une fois encore, qu'il ne faut pas opposer, parce que c'est là où il ne faut pas opposer aux consommations excessives au fil de l'eau, j'ai envie de dire au quotidien, qui, elles, ont d'autres conséquences négatives très réelles aussi. Et on s'aperçoit très bien, alors aujourd'hui on connaît bien, on a des enquêtes assez précises sur l'usage de l'alcool par les Français, et on sait très bien que plus on est jeune, globalement aux alentours de 20 ans, c'est là où il y a le plus de pratiques d'alcoolisation massive, d'alcoolisation ponctuelle importante, comme on dit dans notre jargon, ou de binge drinking, et que plus on gagne en maturité, moins il y a de binge drinking, mais plus il y a des consommations quotidiennes qui sont élevées, qui évidemment ont l'avantage de protéger les effets négatifs du binge drinking, mais qui posent d'autres difficultés d'un autre ordre. Donc j'ai envie de dire, c'est pas l'un ou l'autre, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Vous nous rejoignez maintenant, on est jeudi 24 janvier, il est 12h30, on est en direct sur... j'ai dit quoi ? J'ai dit jeudi, c'est pas bien, non, on n'est pas jeudi, on est vendredi. On est vendredi, et pourtant je devrais avoir envie d'être en week-end comme tout le monde. Non, il est vendredi, il est 12h30, on est en direct sur la page Facebook de Paris Normandie et sur le site de Paris Normandie. On parle de ce Dry January, ce janvier sec, sans alcool. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'on peut en tirer un bilan ? En tout cas, Jean-Baptiste, vous qui êtes caviste, vous le disiez tout à l'heure, le bilan que vous pouvez faire, puisqu'on est le 24, là, le mois est bientôt terminé, vous avez vu zéro effet sur votre vente, sur votre chiffre d'affaires. Économiquement parlant, non, clairement pas. On en plaisante avec une partie de la clientèle et on échange, mais on est plus dans un dialogue plutôt sympathique, mais pas d'impact économique par rapport à la vente, quelle que soit la bouteille. Alors, merci Jean-Baptiste. Pendant ce temps-là, Dab, qui nous suit toujours, nous dit dans plusieurs grandes entreprises, il y a des groupes de prévention, entreprises ou d'autres structures d'ailleurs. C'est certainement des choses à développer selon la préconisation de Dab ? Oui, bien sûr. Une fois encore, tout ce qui va être responsabilisant, tout ce qui va permettre de s'interroger sur sa propre personne et sur l'exposition que l'on fait, à mon avis, sont très, très intéressantes. Le milieu de l'entreprise est un milieu favorable aussi à cela. Alors les entreprises ont très bien compris que l'accidentologie augmentait beaucoup avec la consommation d'alcool. Et puis rappelons que d'ailleurs que le chef d'entreprise, il est pénalement responsable si un de ses salariés qui rentre chez lui a un problème avec sa voiture après avoir bu de l'alcool dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et donc évidemment, là, il y a un intérêt, si vous voulez, de la part de l'entreprise. Et à la fois, c'est l'occasion, je suis parfois associé à ces groupes de travail, c'est l'occasion aussi de se réinterroger pour les personnes sur le plan personnel, et des fois, c'est des choses qui apportent des choses intéressantes sur le plan personnel, pas seulement à l'entreprise. Alors vous qui nous suivez, chez vous qui nous suivez, y a-t-il des gens qui sont pour, si vous êtes pour le Dry January, si depuis le 1er janvier, vous n'avez pas bu une seule goutte d'alcool, voilà, on est très intéressé de vous entendre et que la régie me transmette votre message. Je voulais faire une proposition au docteur et savoir ce qu'il en pensait, puis à vous aussi, messieurs, pourquoi pas, réagissez. Je me demande si pour aller dans le sens d'une bonne éducation à l'alcool, c'est-à-dire boire mieux, comme le disait Jean-Baptiste, et modérément, comme nous le suggèrent nos deux autres invités, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une meilleure information auprès des jeunes, peut-être même des ados, de ce qu'est le vin, de ce que sont les bons produits. Vous voyez, je vous donne juste un témoignage personnel. Quand j'étais étudiant, avec ma petite copine à l'époque, on avait remplacé des gérants d'un magasin Nicolas pendant le mois d'août, et je confesse que ça m'a donné une autre idée de la relation au vin
Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que finalement, moi, je bois très peu de vin, je bois pas d'alcool, une bonne bouteille de temps en temps. Je me demande si ça vient pas de là. Est-ce qu'il faudrait pas aller vers une éducation, peut-être même, ce qui peut contrer un peu l'idée qu'on peut avoir, parce que ça peut paraître choquant de se dire on va aller vers des teenagers, des 15-16 ans, en leur parlant du vin. Qu'en pense le caviste? Mais moi, je suis assez relativement convaincu de ce genre de choses. L'éducation, l'explication, et donner toujours un sens à ce qu'on fait, en fait. Et ça peut se mettre sur n'importe quelle action dans Mais ça peut notre paraître vie choquant, quotidienne. ça, Après, parce qu'on a tellement malheureusement, de peur, en fait, de la beuverie, que finalement, on évite d'en parler. Et en évitant d'en parler, finalement, est-ce qu'on ne crée pas, de fait, le syndrome? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas trop, et il y a quand même des problèmes par rapport à ça. Donc, est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir des dialogues, tout du moins, de la discussion? Vous en pensez quoi, Thomas? Je suis plutôt d'accord, parce qu'effectivement, lorsqu'on se dit qu'aujourd'hui, les consommations excessives sont plutôt sur des profils de personnes qui sont autour des 20 ans, on a la chance, au-delà, on parle de vin, mais on parle de cidre, mais on a aussi d'autres produits et d'autres producteurs régionaux. Je pense à certains brasseurs de bière normands qui se développent, et j'en pense à un en particulier dans la vallée du Caï qui a d'excellents produits, et pourquoi pas effectivement organiser des visites de fabrication, de voir comment sont fabriqués les produits, comment ça se passe, qu'il y a un aspect culturel, un aspect connaissance aussi, et plus une approche, on va dire, dégustative que consommation excessive, et de savoir et de comprendre comment peuvent être fabriqués les produits, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quels en sont les risques, et de faire passer un message, on va dire, je dirais pas au plus jeune âge, mais à partir du moment où on est en âge légal, tout du moins, de consommer de l'alcool, effectivement, pourquoi pas. Docteur? Oui, moi je suis un tout petit peu prudent parce que ça a été cette logique-là qui a été utilisée par certains députés pour promouvoir, par exemple, apprendre à consommer de l'alcool à l'école. Hein. C'était un projet de loi, ce qui, à mon avis, serait une très 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 mauvaise idée d'ailleurs, pour des tas de raisons. Moi, je vais être très favorable à l'information. Voilà. Ça, je crois que de ce point de vue-là, c'est très important d'informer la réalité objective des choses. Il y a des choix qui peuvent être faits en termes d'affichage, en termes de communication. Après tout, les enfants connaissent très bien aujourd'hui 5 fruits et légumes par jour. Oui. Ils connaissent moins que rester un peu à distance de l'alcool aura un impact bien plus positif sur leur santé en fait à terme. Donc voilà, les choix qui ont été faits, voilà, et c'est vrai que 5 fruits et légumes par jour, c'est quelque chose pour sa santé qui est très constructif. Je pense que c'est important de rappeler, si on est sur ce domaine de l'éducation, que l'alcool n'est pas un produit neutre. Une fois encore, je ne suis pas dans l'interdiction ou la prohibition. Hein. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a bien compris, vous l'avez répété plusieurs fois. C'est bien important. Et à la fois, c'est important d'informer, et probablement dès le plus jeune âge, des risques alcool. C'est pas si facile que ça. Pour une raison peut-être pas complètement évidente, c'est que les enfants eux-mêmes sont dans un environnement où l'alcool est très présent. Et parfois très très trop présent presque, j'ai envie de dire. Alors, et donc c'est un peu culpabilisant comme message, d'où la difficulté peut-être à le véhiculer. Alors effectivement, vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas, même je dirais entre guillemets, à consulter le docteur, puisqu'il est avec nous en plateau, le docteur Alexandre Baguet, addictologue au CHU de Rouen. Et justement, on a Isaac, docteur, qui souhaite vous consulter. Alors, encore une fois, je mets le terme de consultation, bien sûr, entre guillemets. Isaac nous dit, je buvais beaucoup de bière, il l'avoue. Il dit qu'il a beaucoup réduit sa consommation, mais il semble constater des effets. C'est-à-dire qu'il dit qu'il se sent souvent un peu faible, alors qu'il ne se sentait pas faible en buvant de la bière. Il dit qu'il a l'impression quelquefois d'avoir un peu de fièvre. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en termes de syndrome ? Alors, si c'est récent, je pense qu'il est bien qu'il aille voir son médecin traitant pour en parler. Ouais. Oui, parce que ce que l'on remarque pour les consommations, j'ai envie de dire, hors des situations vraiment très excessives, la diminution de l'alcool, là aussi c'est bien connu, apporte en réalité dans les 10 à 15 jours qui suivent plutôt un sentiment de plus de force et de bien-être.
Donc voilà, Isaac, voilà, la suggestion du docteur Baguet, c'est que vous alliez consulter et votre généraliste devrait trouver le moyen de vous aider. Peut-être qu'il se passe autre chose, il y a beaucoup de virus en ce moment. Et effectivement, et ça n'a peut-être finalement aucun rapport. Je voudrais rebondir sur l'aspect effectivement Thomas Jacques, sur l'aspect message et efficacité, qualité du message qu'on peut transmettre pour intervenir aujourd'hui auprès d'étudiants qui ont aux alentours de 20 ans. Si on a une approche, on va dire, purement descendante où on va donner un cours pendant 1h30, 2h et que ça va que dans un seul sens, on se rend compte que très rapidement, au bout de quelques minutes, le public va pas être réceptif. Et essayer d'avoir, quand je parlais tout à l'heure de visite, alors ça peut être d'autres approches, mais essayer d'avoir des approches plus ludiques, plus participatives, de compréhension, permet aussi d'avoir un message qui va être différent, certainement plus efficace et qui peut s'ancrer. Et encore une fois, c'est pas effectivement juste sur 1 heure, mais que ça doit être effectivement relayé ça, c'est très important. par les adultes et par les parents. C'est très important. Une des choses très importantes, je crois, on l'a un peu évoqué tout à l'heure là, à propos des parents, c'est la non-culpabilisation. Ça, je crois que vraiment communiquer, informer ne veut pas dire culpabiliser. La culpabilisation, c'est un effet au contraire même contre-productif. Et je partage tout à fait votre avis là sur l'information. Elle doit être le plus neutre possible, la plus informative, et certainement pas dans le jugement. Annabelle qui nous suit, merci Annabelle d'être avec nous, donc on vous a entendu, vous témoignez, vous dites, vous déplorez un peu ce qui se passe autour de vous, vous dites, les gens ont du mal à comprendre qu'il faudrait boire moins en soirée. Pourquoi, docteur Annabelle, elle n'est certainement pas la seule à constater ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire passer ce message qu'il ne faut pas aller jusqu'à la beuverie Parce que c'est toujours pareil, on rappelle toujours, et c'est vrai que le produit est tellement lié à la notion de fête, de moment de détente, de convivialité. Mais ce n'est pas très évident à faire passer comme message, parce que parfois ça peut interroger sur ses propres consommations à soi. Et qu'on n'a pas envie de regarder en face. C'est-à-dire c'est culpabilisant aussi. Et donc c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait de ne pas culpabiliser, et on s'aperçoit qu'on risque de rentrer dans le jeu de pour ou contre, ou Or, en réalité, la réalité, elle, est objective. Voilà, il n'y a pas l'alcool, c'est ni pour ni contre. L'alcool, il y a des effets qui sont objectifs aujourd'hui, relativement bien connus. C'est important que chacun soit informé et se positionne. On peut aussi entendre que le choix des uns ne soit pas le choix des autres, puisqu'on est sur un choix personnel. Ça, je crois que c'est là aussi le non-jugement de l'autre est important dans les deux sens. Que ceux qui tiennent à distance l'alcool ne soient pas dans le jugement de ceux qui en consomment plus, et inversement. On est libre de passer une bonne soirée sans consommer forcément de façon excessive. Jean-Baptiste Boirin, caviste, je le rappelle, si vous êtes avec nous depuis peu de temps, caviste cave Pierre Noble. Comment vous voyez l'avenir ? Avez-vous l'impression que cette société, avec ce fameux principe de précaution, dont on dit aussi qu'il s'applique beaucoup trop dans trop de cas et que ça ne le justifierait peut-être pas, est-ce que vous avez l'impression que finalement les gens qui font votre métier, c'est-à-dire vendre des boissons alcoolisées, dont un certain nombre de très bons produits, vous l'avez dit, pour autant, risquent à terme, dans les années qui viennent, d'impacter votre business ? Bonne question. Vous posez la question ? On se pose la question en fait, au quotidien de ce qu'on fait réellement. Il faut une certaine liberté d'action, de choix, donc de consommation. Après, de toute manière, on voit depuis grosso modo 50 ans une grosse diminution de la consommation d'alcool par an et par habitant. C'était quand même assez... quand on regarde les chiffres, c'est exceptionnel ce qu'il y avait il y a 60 ans. Maintenant, c'est devenu quand même de manière plus modérée, et ça va avec cet effet de consommation dans sa globalité. Je mets le vin sur aussi l'assiette et les modes de production qu'on peut avoir de partout, en fait. C'est un peu la même chose sur la viande, il y en a moins, mais mieux aussi. Et donc tout ça est un peu, je trouve, il y a une espèce de synergie sur ce qu'on consomme aujourd'hui. Et effectivement, pour tous ceux qui en vivent dans le secteur économique concerné, surtout la longueur de la chaîne, depuis la production jusqu'à la vente, ça nous invite peut-être, non pas à avoir peur peut-être du chiffre d'affaires qui baisse, mais peut-être à aller vers plus de qualité. Oui, une réflexion de qualité, et de qualité intelligente, avec des équilibres à tous les étages, et la consommation en fait partie derrière, naturellement.
Une des choses peut-être pour compléter, on sait que la quantité d'alcool consommée a beaucoup diminué effectivement et de façon assez régulière, mais au détriment des alcools de faible qualité. Et effectivement, on voit plutôt les alcools plus onéreux aussi, qui en réalité ne sont pas impactés par cette baisse. Je crois qu'il faut bien opposer l'alcool très bas prix. Une fois encore, tout à l'heure, on disait qu'on était une très grande majorité en France à consommer de l'alcool, mais une très petite poignée de Français consomment l'énorme majorité de la quantité globale d'alcool. C'est important, c'est-à-dire que c'est assez hétérogène. Mais pour rebondir à ça, il y a une question aussi de législation derrière tout ça. Et en fait, il y a un rapport de puissance qui est énorme. Vous avez des petits producteurs qui, pour le coup, en termes de communication, on ne va jamais entendre un petit vigneron qui a 5 hectares faire une campagne de pub ou quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi le paradoxe de tout ce qui est loi et vin, etc., où la communication est très fermée par rapport à l'alcool et qui en fait donne une certaine place libre aux spiritueux ou alcools dont vous parliez juste à l'instant. Thomas, Jacques. Ouais, ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est de voir d'où on vient. Il me semble que j'ai vu ça assez dernièrement. Encore même dans les écoles primaires, la consommation d'alcool est jusque dans les années 50 ou 60, je crois que c'est dans les années 50, il y avait du vin rouge qui était servi à table dans les écoles primaires. Donc on vient de loin. On vient de là. Et on parle d'il y a 50 ou 60 ans. Donc c'est pas Et pas on si reste vieux les que plus ça. gros consommateurs d'Europe quand même. Alors, on s'achemine vers la fin de cet échange, de ce débat. Moi, je voudrais poser une question au docteur à propos des vins rouges. On nous a souvent parlé de certaines vertus. Ah, merci. Voilà, merci, on va en parler. Alors, je ne sais pas si ça vous fait plaisir. Je rappelle que Pasteur disait que le bon vin était un aliment, mais ça, c'était il y a un certain temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne le considère plus comme ça. Et en tout cas, il y a les tanins. Et on dit... Alors, rappelez-nous la vérité des choses. Alors, on dirait que c'est bon pour le cœur. Ouais, non, vraiment. Aujourd'hui, on a une parfaite connaissance de cette problématique-là. Non. Un verre par jour n'est pas bon pour la santé. C'est faiblement toxique, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais même si c'est un verre de vin rouge. Même si c'est un verre de vin rouge. Même s'il y a des tanins. Ouais, ça ne change rien. Les Anglais ont aussi démontré entre guillemets, faussement, que boire un verre de bière par jour au pub était bon pour les relations sociales. On peut trouver comme ça les choses. Ce qui a été démontré, c'est que 0,8 verres, donc moins d'un verre par jour, diminuait un tout petit peu le risque d'accident cardiovasculaire, voilà, mais augmentait plus le risque de cancer. Donc au total, la santé y perd. Écoutez, on n'est pas joyeux avec tout ça. Oh si, au contraire. Ça va pas nous empêcher de bien manger et puis de boire un coup ce week-end. Bon, alors écoutez, comme moi je retiens quand même le message du docteur Alessandre Baguet, l'addictologue du CHU de Rouen, qui nous a fait le plaisir de couper sa journée de travail pour venir nous voir sur ce plateau. Il a insisté plusieurs fois sur l'importance, encore une fois, de ne pas culpabiliser qui que ce soit, de ne pas aller vers l'extrémisme de la recommandation, vers ce principe de précaution appliqué à 100%. Ce qui me fait ouvrir une petite fenêtre, peut-être un peu audacieuse, mais puisqu'on a quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait boire bien, peu, modérément, pas souvent, mais moins bien, j'ai envie de lui demander, alors c'est pour ça que je dis c'est peut-être un peu audacieux, mais allez, quel serait le bon produit du mois, voilà, un bon vin qu'il faudrait boire peu, mais où on se ferait plaisir et où on serait en communion avec une terre, avec des hommes. Il y en a tellement. Allez, il faut faire un choix. Allez, si je fais un choix, depuis quelques temps, on essaie même de sortir des sentiers battus sur des très belles régions qui ont connu beaucoup de galères sur les 20-30 dernières années, qui se sont beaucoup remis en cause à tous les niveaux. Et sur le Languedoc-Roussillon, on peut trouver des choses exceptionnelles, humainement parlant, et dans la bouteille. Ouais. Voilà. C'est quoi vos préférences en matière de... Alors, allez, restons dans les vins. Un bon Pic Saint-Loup. C'est quoi vos préférences perso ? Moi personnellement, malheureusement j'en ai pas. Je vais dire tout tant que c'est bon. Et c'est-à-dire que quand c'est bon, il y a plein de travail derrière. Un vigneron, c'est très vaste comme métier. On peut avoir nos phases pour le coup, en fonction de notre âge et de la saison ou quoi que ce soit. Mais globalement, voilà, les pays catalans ont fait des très jolies choses. Je pense au domaine du Roc des Anges et Marjorie Gallet, c'est assez exceptionnel. Mais bon, je pourrais en citer plein d'autres et je ne vais pas faire de jaloux. Allez, une dernière question d'Isaac qui nous dit pendant ce temps-là, il se retourne vers le docteur, mais je connais à peu près la réponse. Isaac nous dit, est-ce qu'une grande consommation d'alcool peut, je reprends les termes qui nous sont donnés, peut infecter une personne ?
Alors, oui, ça. Alors, il a utilisé le terme d'infecter une personne. Oui, ben oui. Alors infecté, affecté en tout cas. Alors affecté, en tout cas, bien sûr. Bon, oui. Et oui, les consommations. Alors on sait par ailleurs, pour des raisons diverses, que la consommation d'alcool excessive est associée à un peu plus de prévalence du virus de l'hépatite C, qui a transmission sanguine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Il y a des tas de raisons très subtiles. Puis c'est 2 fois plus. C'est pas non plus ce que l'on retrouve par exemple chez les patients toxicomanes injecteurs, où c'est beaucoup plus, mais il y a des liens comme ça qui apparaissent. Les grosses consommations d'alcool sont de toute façon toxiques pour la santé pour des tas de raisons difficiles à expliquer parfois, mais complexes. Allez, pour finir, le petit tour de table traditionnel où chacun va nous donner en conclusion un petit message de bon sens, un petit message de raison, finalement qui puisse satisfaire tout le monde, ceux qui veulent réduire comme ceux qui veulent continuer à boire un petit peu. Qu'est-ce que vous diriez, Thomas, là, le petit message intelligent de fin de plateau? Alors le petit message intelligent, je ne sais pas, mais j'aurais pas cette prétention. En tout cas de bon sens. De bon sens peut-être, c'est de se dire que privilégions effectivement quelques bons produits. Idéalement des produits français, si on peut des produits locaux. Je pense qu'on est dans une belle région et on a largement de quoi se faire plaisir. Et encore une fois, on s'autorise à se faire plaisir un peu. Et s'autoriser à se faire plaisir. Et puis voilà. Et j'ai pas parlé de notre fameux Calvados de la région, mais bon, on peut aller jusque là. Et parfois au repas de fête de fin d'année, et un petit trou normand ou un calvin avec le café, et ça peut très bien passer. Voilà. Ouais, ça me fait penser aux tontons flingueurs. Ils sont repassés à la télé il n'y a pas longtemps. Le Calvados, il y a de la pomme dedans, non? Il y en a, mais pas que. Il y a du fruit. Allez, le petit, c'est pareil, le conseil intelligent pour tous. Oui, je vais abonder dans le sens où il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière le produit et puis donner une dimension d'intérêt en dehors de l'effet, on va dire, final. Quand on boit trop, c'est surtout de l'intérêt gustatif plus que l'ivresse. Et le mot de la fin revient, et c'est normal, à notre médecin addictologue du CHU de Rouen. Docteur, vous avez le mot de la fin. Moi, je dirais plutôt intéressons-nous à notre propre relation à l'alcool. Interrogeons-nous, regardons un petit peu les choses. C'est toujours, je pense, positif sur le plan personnel. Merci à vous qui nous avez suivis. On est toujours heureux d'échanger et puis de débattre en direct sur ce plateau. Merci à notamment Rémi, Aurore, Quentin, Anastasia, Dab, Isaac qui nous ont fait part de leurs remarques et qu'on a pris en compte sur ce plateau. Et puis merci à nos invités d'être venus parler de ce thème. Pas toujours facile d'ailleurs à aborder, tant il est ancré dans nos vies, mais tant aussi il présente un certain nombre de tabous. Et puis merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Léa Quentin, Sarah Bonnière, Marie Fleury, et puis merci à notre réalisateur Adrien Pulby. À bientôt pour un autre débat, un autre échange sur l'info en question. Ciao.